L'expérience, c'est le maître en toute chose, dit une citation. Et nous espérons bien sûr que vous allez cultiver l'expérience, mais surtout vous perfectionner avec l'expérience, parce que c'est la seule manière donc de bien exercer votre métier, quel que soit le domaine où vous vous trouvez. Alors, bonjour à tous et merci de méditer tout au long de cette journée sur cette citation sur l'expérience. Merci à vous de votre fidélité à l'émission. Bonjour le Faso. Et vous le savez, nous sommes à Nazenga cette semaine pour vous parler du ranch au gibier de Nazenga dans la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, nous visiterons également ce ranch avec bien sûr le témoignage de notre guide. Et pour la revue de presse, Bébé Kodjo Kambou sera là d'un moment à l'autre pour partager l'actualité avec nous. Nos invités du jour nous parleront de la rage puisqu'ils sont issus de l'association Stop Rage et nous en parlerons tout à l'heure. Il sera question de parler donc du côté santé avec un infectiologue du moins de l'hôpital Yalkado Ouedraogo. Il s'agit notamment de Dr Ouedraogo que nous allons retrouver dans la rubrique invité du jour. Il sera pas seul, il sera avec le président de l'association Stop Rage, monsieur Drissa Ouedraogo. Ce sont nos invités de ce jour. Vous le savez, chaque jeudi, le nouveau rendez-vous, c'est avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. Aujourd'hui, avec le lieutenant de police Napouba Julien Legma, nous parlerons d'anarque lié à la sève de Moringa. C'est une forme d'anarque que vous ne connaissez pas certainement, mais nous allons en parler tout à l'heure. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Voici pour le menu d'aujourd'hui. L'entrée, c'est tout de suite et maintenant avec à la découverte de... Et depuis lundi, vous avez pu le remarquer, nous vous invitons au ranch de gibier de Nazenga pour la rubrique à la découverte 2. Alors, le ranch de Nazenga, il faut le rappeler, a été créé en 1979 et se situe dans la région du centre-sud, dans la province du Naouri, à quelques 25 km à l'ouest de Pau. Il faut rappeler qu'il est justement l'une des premières expériences de ranch de gibier en Afrique de l'Ouest et bien sûr, elle résulte donc de la nationalisation par l'État burkinabé du ranch de gibier de Nazenga, fondé en 1979 par les frères Robert et Clark Lundgren. Il faut rappeler que le ranching combine le tourisme de vision et la chasse contrôlée. Et quand vous visitez donc le ranch de Nazenga, on peut y voir des éléphants, des antilopes de tout genre, des singes, des phacochères, des buffles, des lions, des panthères, hyènes et des crocodiles ainsi que des oiseaux. Et à côté justement de cette faune, vous avez aussi une flore intéressante puisque vous pouvez visiter et découvrir encore des arbres comme des baobabs, des caïcédras donc, et des immenses fromagers. Nous allons vous inviter à voir tout ça en images et surtout à écouter et bien sûr l'histoire derrière avec le guide. C'est notre guide vraiment au niveau du ranch de gibier de Nazenga. Il s'agit de monsieur Ouseni Ganemtore que nous vous invitons à écouter. La forêt classée et ranch de gibier de Nazenga, disons que c'est une aire protégée de la catégorie 6 de l'UICN qui a été créée depuis 1972 d'abord en forêt classée et depuis les années 1998 elle est devenue une forêt classée et ranch de gibier de Nazenga. C'est-à-dire depuis lors c'est le volet valorisation à travers le tourisme de chasse, le tourisme de vision, l'exploitation piscicole et autres ressources qui est un petit peu mis en exergue. Disons que le cas de Nazenga, c'est une école dans la sous-région. C'est le tout premier ranch d'une telle capacité dans la sous-région. Et la particularité ici, c'est que nous avons toutes les espèces fauniques présentes au Burkina et voire dans la sous-région, ici à Nazenga. On peut citer entre autres l'éléphant qui est caractéristique de Nazenga. Nous avons les corps de biffon, les kobas, les défassas, les buffles, les deux types d'hyènes. Nous avons les liènes tachetées, nous avons les liènes rayées, nous avons aussi les crocodiles, nous avons les facos, nous avons au moins une quarantaine
de variétés d'oiseaux. Au niveau de la flore aussi, disons que la flore de Nazenga c'est une forêt de type savanicole avec beaucoup de galeries forestières compte tenu des plans d'eau dont rigole Nazenga. La superficie de Nazenga est de 97 300 hectares. Voilà. Et disons que nous sommes situés à cheval entre deux régions, le centre-ouest et le centre-sud. Et une partie du range, notamment le côté sud, c'est fait d'office de frontière entre le Burkina et le Ghana. Les conditions d'accès, les conditions sont à deux niveaux. Il y a pour les conditions d'accès pour un expatrié et les conditions d'accès aussi pour les nationaux. Pour les expatriés, disons que c'est un prix assez abordable de 11 000 francs pour les expatriés. Et pour les nationaux, le prix d'accès est à 1200 francs. Et les taux de fréquentation? Les taux de fréquentation, depuis fin 2019, début 2020, jusqu'à l'heure, le taux de fréquentation n'est pas trop reluisant. Parce qu'auparavant, si on prend les statistiques des 10 dernières années, Nazenga recevait en moyenne 5 000 visiteurs chaque année, dont plus de 3 500 expatriés. Mais depuis la pandémie de la maladie à coronavirus et aussi le contexte sécuritaire difficile que le pays vit, le taux de fréquentation est tombé trop bas. Pour cette année, les touristes que nous avons reçus sont moins de 500. Les difficultés, c'est en dehors des difficultés majeures dont je venais d'évoquer, notamment le contexte sécuritaire et la maladie à coronavirus. Disons que c'est le manque d'information, j'allais dire, des nationaux eux-mêmes, qui beaucoup ignorent que Nazenga est accessible et même les espèces, les ressources que Nazenga rigole, beaucoup n'ont pas cette information. Donc, votre venue vraiment nous va droit au cœur. Nous disons que ça va être une porte ouverte pour permettre à beaucoup de Burkinabés. Nous aussi, Burkinabés, nous avons le droit et le devoir de mieux connaître notre pays. Souvent, quand on échange avec certaines personnes, on a l'impression que ceux de l'étranger connaissent mieux notre pays que nous-mêmes qui y résidons. La chasse, elle va aussi avec, c'est le programme du plan national que nous suivons. Hein. Et chaque année, à partir du 1er décembre jusqu'au 31 mai, la chasse elle est ouverte. Et exceptionnellement à Nazenga, pour les autres sites, ça se fermait à partir du 31 mai, mais exceptionnellement à Nazenga, ça continue jusqu'au 31 juillet. Compte tenu du fait que c'est le système de ranching qui fonctionne ici. Moi, cette année, officiellement, la chasse n'est pas encore ouverte. Nous attendons la note officielle de Ouagadougou pour permettre l'activité de chasse. Sinon, depuis le début de l'année, on avait au moins 7, si je me trompe, 7 chasseurs expatriés qui s'étaient déjà signalés, qui étaient prêts pour venir pratiquer aussi leur passion. Mais comme officiellement, elle n'est pas encore ouverte, donc pour le moment, on ne les a pas encore permis. Vous devez venir, on appelle les gens à venir ici au ranch de gibier de Nazenga, compte tenu de la particularité qu'il y a ici. Ici, nous avons la chance d'avoir pas mal d'espèces et compte tenu de compter plus d'animaux qu'ailleurs. Nazenga, avec ses 97 000, ses 200 hectares dont j'évoquais, nous avons 10 plans d'eau pérennes. Donc, c'est pour une aire protégée, ce qui retient plus les animaux, ce sont les plans d'eau. Ici, nous avons la chance d'avoir ces plans d'eau. D'autres sont naturels, d'autres fonctionnent avec un système solaire. Et en plus, il y a d'autres aménagements spécifiques tels que les brûlis et les salines qui sont aménagés chaque année. Donc tout ça fait que les animaux y sont.
Nous disons merci à notre guide au niveau du ranch de gibier de Nazenga. Il s'agit notamment de M. Ousini Ganemtori que vous écoutiez à l'instant. Et merci surtout à Fatih Sankara qui était de la visite pour nous et qui nous a ramené ce témoignage. Il faut y aller tout simplement pour voir à l'œil nu et de plus près donc ces animaux que vous observez souvent à la télé. Il faut vous y rendre tout simplement. Il s'agit notamment du ranch de gibier de Nazenga que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Pour la suite de cette émission, nous allons bien sûr nous informer. C'est important aussi de démarrer la journée en connaissant l'actualité. Alors aujourd'hui, c'est Kambou que nous recevons juste après ça. Bonjour à toi, Kambou. Bonjour, Abzeta, tous ceux qui nous suivent, bonjour également. Merci à toi d'être sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, essentiellement, on reviendra sur trois sujets aujourd'hui. On parlera des 100 jours du président d'Amiba, les défis qui demeurent. On parlera aussi de l'ALT et on finira par la Fédération burkinabé de football. Il semble avoir trouvé quand même une solution à toutes ces difficultés. Mais avant, on va découvrir bien sûr les différentes unes. Merci bien Abzeta, et pour découvrir les unes donc, des quotidiens d'aujourd'hui, nous commençons par celle de l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur Palga ce matin, première session ordinaire de l'ALT, l'ère des votes mécaniques est définitivement révolue, c'est selon le président de l'Assemblée, Aboubakar Toguyeni. 100 jours du président d'Amiba, c'est à lire donc... des réactions, donc à lire à la page 2. Insécurité sur l'axe Kaya-Dori, escale forcée pour une centaine de camions. Crise à la Fédération burkinabé de football, Jean Yameogo siffle la fin. Donc voilà ce que nous apprend la une du quotidien L'Observateur Palga ce matin. Le pays, pour sa part, nous apprend ceci donc à sa une. Au coin du palais, c'est une rubrique l'on apprend 7 ans de prison ferme pour un jeune homme de 20 ans qui a poignardé Sam Maratra. 100 jours de Damiba au pouvoir, les défis restent entiers. Le ministre de la Communication aux éditions Le Pays lavait nos linges sales en famille. Première session parlementaire des projets et propositions de loi pour asseoir les bases d'une gouvernance vertueuse attendue. Crise à la FBF, les différents acteurs fument les calumets de la paix. Dans la rubrique Révélation, l'on apprend affaire Sita Sangaré, Issoufou Dem, Amado Traoré, PCA de Majestic SC, prêt à témoigner. Actu Foot, LDC, Mané, donc LDC pour parler de Ligue des Champions. Mané bat le record de Drogba. Voilà. Et nous passons à la une d'aujourd'hui au Faso. Poursuite judiciaire contre Alpha Condé. Règlement des comptes et frénésie pouvoiriste en Guinée. Wang Wenzhang, chargé d'affaires, donc ambassade de Chine au Burkina. Nous espérons que le Burkina puisse rétablir la paix le plus tôt possible. Crise à la FBF. Mission de déminage réussie. Hubert Velut maintenu. Donc, à lire à la page 11. ALT, ouverture de la session des lois. Dénonciation des accords de défense du Mali avec la France. 4 mois d'une veille à toute preuve pour Barkhane et compagnie. Le savoir-vivre en société, être poli, ne fait de mal à personne. À lire donc à la page 2 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Nous passons à présent à la une du journal Le Quotidien. Dr Alain Zoubga, président de l'autre Burkina PSR, le Mali nous donne l'exemple avec courage dans la sous-région. 100 jours de gestion du pouvoir par le président d'Amiba, des Burkinabés entre espoir et déception. Épreuve sportive des examens et concours session 2022, c'est parti pour les candidats du BEPC, BEP, CAP et BAC. Comité exécutif de la FBF, les protagonistes fument les calumets de la paix. Et nous allons du côté de Bobo Dioulasso pour découvrir donc la une de l'Express du Faso. Rentrée parlementaire, baptême de feu pour des députés transitaires. Tentative d'escroquerie
et de conflits d'intérêts, l'avocat Traoré relaxé, le magistrat Zungrana condamné. Lutte contre la maladie du rein au Burkina, les centres d'hémodialyse sont saturés. Comité exécutif FBF, fin de la crise annoncée. Coopération militaire France-Mali, à qui profite la rupture du pacte? Dans la rubrique Tribune de l'Express du Faso, on apprend petit à petit la transition met en place son administration. Donc c'est tout pour les quotidiens privés. À présent, la une du quotidien d'État Sidoya. Assemblée législative de transition, l'aide des votes mécaniques est révolue, c'est selon Aboubakar Toguyeni. Dans la rubrique Au coin du palais, l'on apprend polémique autour de l'acte de naissance d'un enfant adopté. Elle prend un avocat pour défendre son mari qui l'a battu. Ah bon? Les deux commerçantes et les sacs de piment. Donc, tout ça, c'est à lire au niveau de la page 25. Voilà, elle aime vraiment son mari. Hein? C'est ça. Dans la rubrique L'autre regard, sensibilisation Manamana. Voilà. Diplomatie burkinabé, les ambassadeurs d'Égypte, de la Turquie et d'Allemagne chez le président Damiba. Journée mondiale des migrations des poissons, le Burkina et le Ghana célèbrent le 21 mai. Diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, les réalités à Grands Atri et à Yabayo. Voilà pour la une du quotidien d'État Sidoya. Et nous terminons par le seul bimensuel que nous avons donc sous la main ce matin, c'est le Curieux d'Afrique. Et à la une du Curieux d'Afrique, là on apprend TGI Ouaga 2, un avocat et son fils à la barre. Il vole 40 millions de francs CFA de son père, paye une voiture et loue un immeuble à 60 000 francs CFA jour. Ouseni Ouedraogo, victime collatérale. Basenko, Salifort, 8 gars apportent des vivres aux déplacés internes. Nord Parfum entre en force à Abidjan. Abidjan-Pakinou, 4 jours d'effervescence. Boubacar Kafando, président de l'UDEB. De 2014 à 2022, le Burkina est le pays le plus résilient au monde. Voilà donc pour les unes des parutions que nous avons sous la main ce matin. Vous êtes. Merci à toi, Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Tu conviendras avec moi que c'est justement les 100 jours du président actuel, le président Damiba, qui fait aussi l'actualité à travers les différentes unes. C'est ça. Nous en parlons. Il y a toujours quand même des défis qui demeurent. Oui, c'est en tout cas ce que disent la plupart des observateurs qui s'expriment jusque-là sur les sujets. Voilà, et ça fait déjà 100 jours que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba est à Kosiam. Alors d'abord, pour commencer, je m'avais partagé un peu les réactions de 6 personnes, en tout cas qui l'on retrouve aujourd'hui à la une de l'observateur Palga. La première réaction, c'est celle d'Alexandre Sankara, vice-président du PUR, donc un parti politique. Il dit ceci: en 3 mois, on ne peut pas objectivement apprécier. Donc, il y en a qui ne peuvent pas apprécier. Ama Amidou Diko, fonctionnaire à Dori, dit ceci: la question sécuritaire est toujours là, lancinante. Pierre Bonkungu, un étudiant en anglais: il y a une volonté de lutter contre le terrorisme. Abdou Karim Sawadogo, membre de l'association pour le développement des Namisigia, village environnant: il n'y a pas eu d'action majeure qui ait marqué les esprits. Abibata Toé Traoré, marketeuse, dit ceci: si c'était pour militariser l'administration, ce n'était pas la peine. Dakwaku, étudiant en lettres modernes: le président Damiba est à féliciter. Donc voilà un échantillon en tout cas de 6 personnes voilà, qui laissent entrevoir un peu les perceptions sur les 100 jours, en tout cas au pouvoir du président Damiba. Alors quand on lit au fond dans les articles en tout cas des autres journaux, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup pensent que les défis restent entiers. Et quand on observe, on peut le savoir voilà, aisément. Parce que, bon, du 24 janvier à aujourd'hui, quand vous regardez surtout au plan de la sécurité, bon, on peut dire que on n'a pas beaucoup évolué. On n'a pas beaucoup évolué parce que jusqu'à présent, il y a des localités voilà, dans lesquelles vous ne pouvez pas prendre votre moto ou votre voiture et vous y rendre en paix. Voilà, c'est le cas pour la région de l'Est. Vous ne pouvez pas aller hors de Fada et être dans la quiétude.
C'est la même chose dans le centre-nord, dans le Sahel et dans le nord. Pareil. On remarque aussi que ça ne s'est pas arrêté, les attaques se poursuivent. Voilà. Donc on peut dire que les défis restent, restent un peu les mêmes, sauf que quand on regarde un peu la façon dont la question est traitée maintenant, ça donne quand même un peu de l'espoir. Ça donne de l'espoir parce que on sent qu'il y a une nouvelle approche donc qui est en train d'être expérimentée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est notamment la question du dialogue annoncé donc avec les terroristes. Voilà. Peut-être que cette nouvelle approche pourrait nous faire avancer dans cette lutte parce que effectivement, comme on le dit, comme beaucoup d'experts s'accordent à le dire, depuis que la crise sécuritaire a commencé, c'est l'option militaire donc qui a été mise en œuvre jusqu'à présent, mais ça n'a pas apporté de résultats. Donc, quand on change de fusil d'épaule, ça ne peut que donner de l'espoir, mais peut-être qu'il faut encore du temps pour voir les résultats de ce dialogue qui a été donc enclenché avec les terroristes, si on peut le dire ainsi. Alors, dans tous les cas, dans son discours du 1er avril dernier, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a donné 5 mois au Burkinabé pour le premier bilan de ses actions de lutte antiterroriste. On attendra donc pour voir ce que ça va donner. Moi, j'ai l'impression que quand on parle des 100 jours du président Damiba, on est tous focus sur la sécurité, l'insécurité, alors que ces 100 jours de gestion, c'est pas seulement sur la sécurité, Kambou. Il y a d'autres domaines aussi sur lesquels, par exemple, on peut parler. C'est bien cela. C'est bien cela, sauf que on est obligé de ne parler que de la sécurité parce que c'est la raison principale qui a amené Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Voilà. J'ai un peu lu les journaux, c'est pratiquement ça. Oui. Tout le monde se rappelle un peu, la déclaration du MPSL le 24 janvier quand même, à Bzeta. La seule raison qui a été donnée, c'est que le président Roch Marc Christian Kaboré avait du mal à mobiliser les énergies pour faire face à l'insécurité donc qui mène le pays. C'est la seule raison qui a été annoncée par le MPSL, pas autre. Donc, c'est tout à fait normal que les Burkinabés aujourd'hui, en se prononçant sur les 100 jours de gestion du président Paul-Henri Sandaogo Damiba, voilà, soit focus sur la question sécuritaire. Voilà. Donc c'est une question de logique, c'est tout à fait normal que ce soit ainsi. Et c'est une façon de dire au président que tout ce qu'il est en train de faire, que ce soit Opération Manamana, que ce soit les différentes nominations qu'ils sont en train de faire, nous on regarde. Ou les audits, tout le monde regarde. Mais là où on l'attend le plus, c'est au niveau de la lutte antiterroriste. Parce que c'est ce qui dérange surtout les Burkinabés, même si il faut reconnaître aussi que à la base de tout mal, il y a des raisons. Et les raisons aujourd'hui du terrorisme, ça peut aussi être la corruption et autres. Donc les audits et autres, c'est aussi important. Voilà. Mais le plus important, c'est la lutte antiterroriste. Et on peut comprendre pourquoi tout le monde aujourd'hui, en se prononçant sur ces 100 jours, voilà, soit un peu focus sur cette question-là. Voilà, c'est une interpellation aussi, en quelque sorte, qui est adressée au président Damiba pour dire que, quel que soit ce que vous allez faire, mais si l'intégrité du territoire n'est pas restaurée, comme vous l'avez promis le 24 janvier, aucun Burkinabé ne sera satisfait. Deuxième actualité, là on s'intéresse aux députés. L'Assemblée législative de la transition, ouverture de la session, la première session ordinaire de 2022. C'est bien cela. La première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition s'est ouverte donc hier dans l'après-midi en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Alors, dans son discours, le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Togoyeni, a décliné un peu les priorités des députés de la transition. La première priorité que j'énumère, c'est un peu... Il dit que les députés de la transition devront être au rendez-vous, voilà, des débats devant aboutir à des propositions pertinentes pour le passage à une 5e République. Je vois que c'est toujours une priorité. Depuis la transition de 2015, ça a toujours été une priorité. On espère que cette fois-ci, ça va aboutir parce qu'on n'est pas sans savoir que en 2015, sous la transition, il y a eu des propositions qui ont été faites dans ce sens. L'avènement du pouvoir du MPP, ça a été rangé dans les tiroirs. Une autre commission constitutionnelle a été créée. Des propositions ont été faites. Un projet de constitution devant permettre le passage à une 5e République
a même été proposé, rangé dans les tiroirs, et 7 ans après, rien n'a été fait. Donc, on espère que cette fois-ci, ça sera donc le bon moment pour passer j'allais dire, à cette 5e République, parce que aujourd'hui, tous les constitutionnalistes s'accordent à dire que les meilleurs moments pour passer à une autre république, pour adopter une nouvelle constitution, ce sont les périodes de neutralité institutionnelle, c'est-à-dire les périodes où il est difficile de savoir dans l'avenir qui sera aux affaires, qui sera président. Effectivement, quand vous regardez aujourd'hui au Burkina, après les 3 ans de transition, il est impossible pour quelqu'un aujourd'hui de pronostiquer sur le futur président du Burkina Faso. Donc une constitution rédigée à une telle période peut permettre en tout cas de pouvoir prendre en compte l'intérêt général et de façon optimale. Parce que tout le monde s'accorde à dire également que la constitution que nous avons aujourd'hui, celle du 2 juin 1991, a été un peu une constitution sur mesure. Parce qu'en 1991, lorsqu'on adoptait cette constitution, tout le monde savait que le président d'après, ce serait Blaise Compaoré. Et dans le titre 3 de la constitution qui parle du président du Faso, tous ceux qui écrivaient cette constitution savaient que quand on a dit titre 3 du président du Faso, il s'agissait de Blaise Compaoré. Donc, vous ne pouvez pas mettre certaines dispositions dans ce titre 3-là, tendant par exemple à réduire les pouvoirs du président. C'était difficile. Donc, c'est bon de profiter de cette période, cette fois-ci, pour voilà, peut-être permettre ce passage à une 5e République. L'autre défi ou l'autre priorité des députés annoncée par le président Toguyeni dans son discours, c'est faire évoluer le travail d'adoption des lois, donc en mettant fin au vote mécanique. Donc les votes mécaniques, ça veut dire que je regarde mon voisin, s'il lève les doigts, je lève aussi les doigts, ou parce que ça vient du gouvernement, donc on laisse passer. Bon, mettre fin à ça aussi, ça pourrait être bien. Ça veut dire que chaque député va voter en âme et conscience et en tenant compte de l'intérêt général. C'est ce que ça veut dire un peu. Il dit également que les députés sont disposés à interpeller à chaque fois que de besoin le gouvernement, donc dans l'intérêt supérieur de la nation. Autre priorité, contrôler l'action du gouvernement à travers un suivi notamment du plan de lutte antiterroriste, et il parle de la possibilité d'auditionner les acteurs de mise en œuvre donc, de ce plan, et aussi de diligenter des missions d'information ou d'enquête parlementaire sur les théâtres d'opération. Cela aussi pourrait être bien, et cela pourra montrer que nous avons des députés patriotes qui peuvent aller sur les théâtres d'opération pour mener des enquêtes parlementaires. En tout cas, cela ne fera que du bien aux forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur le terrain, parce que si les représentants du peuple peuvent aller sur le terrain et voir les conditions de travail, ceux-là même qui votent le budget de l'armée, s'ils peuvent aller voir sur le terrain, si les choses suivent voilà, le budget qui a été voté, c'est bien pour les soldats qui sont déployés sur le terrain, parce que souvent aussi ce qu'on entend, c'est que voilà, l'armée a un budget colossal, mais ceux qui partent sur le terrain, ceux qui affrontent la mort tous les jours, ne sont pas gérés comme il le faut. Il parle aussi des propositions de loi, donc propositions de loi devant permettre de mieux lutter par exemple contre le terrorisme, de pouvoir faire face aussi aux inégalités, mais aussi voilà, d'asseoir les bases d'une gouvernance vertueuse. C'est ce qu'on peut dire, et il faut dire que cette session se poursuit jusqu'au 17 juin prochain, parce que selon l'Assemblée et selon la charte de la transition, la session ne peut pas excéder 45 jours. Okay. Voilà. Et ce qui un peu retient mon attention, c'est que Toguyeni a parlé des propositions de loi. On a remarqué qu'au Burkina, les députés font rarement des propositions de loi. Ils attendent chaque fois que des projets de loi viennent du gouvernement, et ils ne font que ratifier comme si ils étaient là, ou comme si ils n'avaient pas cette possibilité de faire des propositions de loi, comme si aussi, quand ils regardent notre société là, il n'y a rien à corriger, on ne peut pas proposer une loi pour améliorer la vie des Burkinabés quelque part. J'avoue que souvent même ça nous échappe et on oublie qu'ils peuvent proposer voilà, des lois en fait. C'est ça. Malheureusement, et pour cela, hein, je ne suis pas un politicien, mais je tiens à féliciter un parti politique, en tout cas, qui est quand même l'un des rares partis qui propose couramment des projets de loi au Burkina, c'est le Parent.
avec Laurent Gbagbo, qui était en son temps, l'opposition était minoritaire, même sous Blaise Compaoré. Il proposait des lois, par exemple la loi sur les délits d'apparence qui a été adoptée, par exemple sur la transition en 2015, a été proposée et reproposée par Laurent Gbagbo. Ça n'a jamais été adopté. Heureusement, avec la chute de Blaise Compaoré sous la transition, cette loi a pu être, j'allais dire, adoptée à travers la loi anticorruption de 2015. On espère que les députés de la transition pourront également faire des propositions de loi pour ne pas que l'Assemblée nationale ressemble à une caisse de résonance du gouvernement où on est là seulement pour adopter les projets de loi. Si les gens se sont battus pour se retrouver à l'ALT, je me dis qu'ils ont quand même quelque chose à proposer au peuple burkinabé en termes de propositions de loi pour améliorer ça et là, peut-être voilà, les conditions de vie ou la vie en société de façon générale. On se rappelle que lors des élections de novembre 2020, il y a un parti aussi qui s'est bien illustré. Bon, ce n'est pas un parti, un mouvement politique, le mouvement Sens, qui pendant la campagne a déjà commencé à parler de ces propositions de loi qu'il ferait une fois à l'Assemblée nationale. Malheureusement qu'au Burkina Faso, ce ne sont pas les idées qui sont votées. Bon, les gens préfèrent voter parce qu'ils ont reçu 1000 francs, 2000 francs. L'essence n'a eu aucun député. Mais il y avait cette proposition de loi, par exemple, sur le fait qu'il fallait reconnaître les mariages traditionnels. Parce que c'est quelque chose qui s'impose à nous. Donc, si des gens se sont retrouvés quelque part pour se donner la cola, pour échanger la cola et puis voilà, se marier, il faudrait qu'on ait un acte juridique qui reconnaît ce mariage pour empêcher que les gens soient obligés d'aller encore à la mairie, qu'il y ait une autre façon de faire, parce que ce n'est pas notre culture comme ça. Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple, par exemple, que le Sens a eu à proposer pendant la campagne électorale, mais le Sens n'a pas eu de députés, comme je l'ai dit, les gens ont préféré voter pour l'argent. Et pour terminer, quand on parle de la Fédération burkinabé de football, est-ce qu'on peut dire enfin une sortie de crise? On peut le dire et on l'espère vivement, voilà, parce que on peut parler d'une sortie de crise. Une réunion s'est tenue hier donc sous l'égide du président du Comité national olympique et des sports burkinabé, Jean Yaméogo. Et je rappelle au passage que c'est le médiateur qui a été désigné par le ministère en charge des sports pour essayer un peu de rapprocher les différents protagonistes de la crise qui s'écoute depuis un certain temps. Le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Alors effectivement, les protagonistes ont pu se réunir hier. Et à l'issue de cette réunion, Jean Yaméogo a annoncé qu'un accord a été signé donc, entre les différents protagonistes. Alors cet accord prévoit que tous les 21 membres du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, issus donc des élections de 2020, devront rester et travailler ensemble jusqu'à la fin du mandat de Lazare Bansé. C'est le premier point. Et un comité a été créé également pour réfléchir sur le choix du nouvel entraîneur des étalons. Je vois aujourd'hui au Faso qui dit ce matin que Hubert Velud est maintenu. Sauf qu'il y a des informations également selon lesquelles Kamou Malo pourrait être rappelé. Donc on ne sait pas trop ce qui est vrai, mais d'ici là, on s'est dit que on aura le nom du nouvel entraîneur ou du futur entraîneur des étalons parce que les éliminatoires commencent déjà en juin. Donc c'est dans moins d'un mois. Il est également convenu que l'Assemblée générale du 28 mai soit repoussée à une date ultérieure parce que voilà, cette assemblée qui était décriée où il y a une action même en justice pour dénoncer un peu ou se prononcer contre la convocation de cette assemblée générale parce que les fondeurs dans le comité exécutif ont estimé que Lazare Bansé n'avait pas compétence pour convoquer une assemblée générale. Donc cette assemblée générale a été donc repoussée à une date ultérieure. Donc il est dit aussi que le comité rassemblé va travailler sur des textes consensuels à soumettre donc à la Confédération africaine de football et ce sont ces textes qui vont régir les élections prochaines donc du nouveau comité exécutif. Voilà. Et le comité national olympique et des sports burkinabé va suivre tout cela pour garantir un peu la bonne gouvernance au niveau de la Fédération burkinabé de football, garantir l'harmonie au sein donc de la fédération réunifiée, si on peut le dire ainsi. Bon, maintenant, ce que tout le monde attend, si on peut le dire ainsi, c'est le nom du nouvel entraîneur. Bien sûr.
Et on espère que dans les heures et jours à venir, on aura ce nom-là. Et parce qu'il doit commencer déjà le travail. J'imagine que toutes les autres équipes ont commencé, en tout cas les entraîneurs ont commencé surtout à visionner par exemple les vidéos des équipes des différents adversaires. Si dans cette situation, à moins d'un mois, nous on n'a pas encore d'entraîneur, c'est pas du tout bien. Et bon, ça pourrait être Hubert Velud ou pourquoi pas Kamou Malo comme le disent certaines indiscrétions. On attend de voir. On attend de voir. Merci à toi, Kamou, d'être passé. Merci. Nous sommes avec Monsieur Drissa Ouedraogo. Il est le président de l'association Stop Rage, une association que nous allons découvrir tout à l'heure. Bonjour à vous, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Madame Nikiama. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Également, nous sommes avec Dr Arsène Gafourou Ouedraogo, infectiologue à l'hôpital Algado Ouedraogo et par ailleurs membre de l'association dénommée Stop Rage. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, Madame Nikiama. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau avec vous. On parlera de la rage, on parlera aussi de l'association et surtout comment on peut se protéger donc, de la rage. Pour commencer, je donne la parole à M. Ouedraogo Drissa, président de l'association Stop Rage. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Madame Nikiama, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ce qui m'a motivé de créer l'association Stop la Rage, c'était à l'hôpital Yalagado. Je suis un agent de soutien. J'ai fait l'urgence traumato. 2 ans. En ce moment, il y a un malade qui est venu, pas de blessure. Bon, on m'a dit de l'amener aux maladies infectieuses. Bon, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré Dr Sondo. Quand on a regardé le malade, tout le monde est découragé. Donc, le docteur m'a dit qu'il va me demander, je vais prendre l'argent pour entrer à l'INSP, pour payer des produits, venir, on va garder dans le frigo pour soigner le malade. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a donné de l'argent. Je suis rentré là-bas, j'ai payé les produits. On a amené, on a mis dans le frigo, on a traité le vieux avec ses blessures. On a traité, ça va beaucoup, mais ça ne suffit pas. Quand le vieux est rentré, après traumato, on m'a affecté aux maladies infectieuses. Je ne savais même pas comment on allait m'affecter là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré le chef de service. Donc, les cas venaient de jour en jour. J'ai dit, ah, vraiment ça, c'est pas facile. Et j'ai approché mon chef de service, docteur Sondo, en parler de mon niveau, mon idée. Elle a dit que ça, c'est vraiment bon. On peut y aller. Donc, elle m'a soutenu. J'ai dit maintenant, c'est à toi maintenant de me diriger. Je veux partir vers là où on va bien créer l'association pour que les gens sachent c'est l'ignorance ou bien il y a la maladie toujours, les gens ne comprennent pas. Donc c'est au regard en fait des expériences vécues au niveau de l'hôpital que vous avez décidé de créer l'association. Oui. Quel est le but justement de l'association? Est-ce que c'est aller vraiment vers les populations pour sensibiliser, éviter que ça arrive, ou bien c'est apporter de l'aide aussi à ceux qui ont déjà la maladie? Non, c'est partir vers la population pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la rage. Donc c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Merci bien. Je donne la parole maintenant au docteur Ouedraogo, infectiologue. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce que c'est qu'un infectiologue? Ok, merci Madame Nikiama. Un médecin infectiologue, c'est d'abord un médecin
qui a soutenu son doctorat d'État. Donc, après le doctorat d'État en médecine, il faut faire des études de spécialisation qui durent 4 ans. Donc, après cela, vous devenez médecin infectiologue. Donc, non, si vous vous spécialisez bien sûr en médecine infectiologie. Non, en maladie infectieuse et tropicale. D'accord, en maladie infectieuse. Donc, c'est un médecin qui prend en charge les cas de maladies infectieuses. Voilà, maintenant ces maladies infectieuses, là, est-ce que vous pouvez Les maladies infectieuses sont des maladies qui sont dues à des germes couramment, qu'on appelle des bactéries, des virus. Vous allez nous parasites. amener encore dans la brousse avec les termes techniques, mais c'est vraiment des maladies aussi dues à des infections, comme vous l'avez dit. C'est ça, à des infections, voilà, qui peuvent être dues à transmises par des animaux, des moustiques et tout et tout. Vous vous occupez de quelle maladie concrètement? La rage? Comme exemple, je peux citer la rage. Oui. Il y a le paludisme, il y a la dengue, il y a l'éléphantiasis, il y a le VIH. Donc tout ça, ce sont des maladies infectieuses. Et quand on essaie de voir, la plupart des patients qui viennent dans nos centres de santé, ce sont des maladies infectieuses. Mais docteur, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'association? Parce que vous êtes membre de Stop la rage. Déjà, je suis rentré dans l'association par le biais de l'ancienne chef de service de maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire Yalado et Lago. Et ce qui m'a poussé à rentrer dans l'association, c'est de contribuer à lutter vraiment contre cette maladie qui est mortelle à 100% dès qu'elle est déclarée. Et votre rapport se situe au niveau de la sensibilisation? Sensibilisation, un appui technique. Ok. Maintenant, comme on parle de la rage, comment vous pouvez nous définir la rage, docteur? Ok. La rage, terre à terre, c'est une maladie qui est due à un virus et qui est transmis accidentellement à l'homme par morsure des chiens dans 80 à 90%. Sinon, les chats, les renards, les chacals, eux tous, ils peuvent transmettre la rage. Mais dans notre contexte, c'est essentiellement les chiens. Mais c'est les chiens enragés. Ça veut dire que c'est la rage qui touche d'abord le chien et le chien le transmet à l'homme. C'est ça. Par morsure. Voilà. Donc, c'est très souvent quand on se fait mordre par un chien qu'on peut attraper la rage. Et comment la rage se manifeste concrètement? Bon, chez le chien et ensuite chez l'homme. Ok. Chez les chiens enragés, quand on dit enragés, c'est les chiens qui changent de comportement. Ils changent de comportement, qui commencent à agresser même les gens de la maison et qui sortent et qui disparaissent. Et par là, ils commencent à mordre les gens. Et ensuite, quand ils transmettent, et après les morsures, il faut environ une période de 1 à 6 mois pour que l'homme commence à manifester la maladie. Mais cette période-là peut être réduite. Oui. Cette période peut être réduite de 4 jours en fonction du lieu de morsure. Si les morsures ont été faites au niveau du visage ou au niveau des paumes des mains ou des parties qui sont proches de la tête, elles se manifestent très tôt. D'abord, ça peut commencer par les grattages au niveau du point de morsure. Ensuite, on peut commencer à voir des choses qui ne sont pas réelles, à entendre des choses qui ne sont pas réelles. Et un point marquant, c'est ce qu'on appelle en termes médicaux l'hydrophobie. Ça veut dire c'est la peur de l'eau. Et dès que quelqu'un qui est suspect de rage voit l'eau, il fait des crises. Et il n'arrive même pas à boire l'eau. Également la peur de l'air. Quand l'air souffle, il n'arrive pas à s'arrêter. Il fait des crises. À ce point. Ouais. Et ensuite, le patient délire jusqu'à ensuite, on peut avoir une paralysie totale et ensuite le décès.
On va parler après de comment on fait pour éviter cela ou comment on fait lorsqu'on se fait mordre par un chien. Mais je donne la parole maintenant à M. Ouedraogo. Il faut rappeler qu'il est le président de l'association Stop Rage. M. Ouedraogo, vous avez lancé l'association, c'est vrai, dans le but donc d'accompagner, de sensibiliser. Mais quelles sont concrètement les activités que vous menez sur le terrain? Bon, concrètement, nous sensibiliser. Nous allons vous demander d'osser un peu la voix. Voilà, bon. Nous faisons la sensibilisation sur les marchés et il y a en plus sensibilisation au niveau des écoles. En plus, même dans les mosquées, débat, théâtre forum, bon, débat, avec la sensibilisation. Donc, vous partez dans les lieux publics pour des sensibilisations. Pour des sensibilisations. Mais est-ce que quelque part aussi vous partez dans les zones reculées, dans les communes, par exemple, pour apporter aussi l'information aux populations? C'est vrai qu'on part, mais plus précisément maintenant, on n'a pas de responsables au niveau des zones reculées. Ok. C'est à Ouagadougou ici qu'on est en train de se mobiliser pour ça d'abord. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi de la situation de la rage au Burkina? C'est vrai que on n'entend plus tellement parler de ça. Et j'avoue que quand j'ai entendu parler de l'association Stop la Rage, je dis oui, la rage, elle existe toujours. Ouais. Quelle est la situation au Burkina Faso actuellement, docteur? La rage existe toujours. Et selon les annuaires statistiques du ministère de la Santé, 2020, dans les services de santé de base, il a été notifié 8 cas de rage. Sur l'homme ou sur l'homme? Et maintenant, dans les centres médicaux et les centres hospitaliers, où on a notifié 17 cas. Mais, spécifiquement, dans les services où je suis, depuis le début d'année, on a reçu 2 cas de rage qui, malheureusement, sont décédés. Malheureusement. Oui. Ça veut dire que la rage existe toujours, c'est toujours une réalité, raison pour laquelle vous en parlez aujourd'hui. Maintenant, on va parler peut-être de ce qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se fait mordre par un chien, pour commencer? Ok. Lorsqu'on se fait mordre par un chien, pour commencer, déjà, on peut laver la plaie avec de l'eau savonneuse pendant minimum 15 minutes et ensuite se rendre à l'hôpital. Se rendre à l'hôpital et souvent, les enfants, ce sont les enfants qu'on reçoit parce que la rage concerne dans 60 à 80% des enfants de moins de 15 ans. S'ils peuvent être mordus, ils ne vont jamais signaler. C'est ça. Ils ne vont pas signaler, les parents ne vont pas savoir qu'ils ont été mordus. Donc déjà, c'est de faire le lavage et d'aller directement à l'hôpital. Et ensuite, quant au chien enragé, si on arrive à l'avoir vivant ou mort, il faut acheminer la tête au niveau du laboratoire du chien, au niveau du service de laboratoire des élevages. C'est au niveau de la tête que se trouve la maladie ou bien? Parce que oui. vous avez dit qu'il faut acheminer la tête, pas tout le chien. C'est avec la tête qu'au niveau du laboratoire des élevages, ils vont faire les diagnostics de la rage chez les chiens. D'accord. C'est quand le virus pénètre dans l'organisme, il évolue du point de morsure jusqu'au niveau du système nerveux. Et c'est à partir de là qu'on commence à avoir les symptômes. D'accord. Maintenant, quel est le risque aussi de ceux qui mangent la viande du chien? Ok. Je n'ai pas cité quelqu'un, mais quel est le risque de ceux-là qui mangent la viande du chien? Même si on sait qu'il y a des... C'est ça. Il y a quand même des ethnies qui sont... Il n'y a pas de preuves scientifiques. Il n'y a pas de preuves scientifiques de contamination. Ah, d'accord. En cas de mort, c'est ça. Ça veut dire que même si le chien
est enragé et qu'il décède, on peut le manger sans problème. Il n'y a pas de C'est risque pas de conseillé de le contamination. manger, mais scientifiquement, on n'a pas prouvé. Ça n'a pas été prouvé. D'accord. Mm. Maintenant, pour protéger même le chien contre la rage, Pour comment on protéger fait? les chiens contre la rage, d'abord, il faut bien prendre soin des chiens. Il faut bien les nourrir. Ensuite, il faut les vacciner. Quand on a un chien, il doit avoir un carnet de vaccination à jour. Ailleurs, les gens font l'abattage des animaux, des chiens errants, mais c'est la vaccination seule qui peut contribuer à lutter contre la rage. La vaccination. Ouais. Vous l'avez dit, il faut prendre soin de son chien. Monsieur Ouedraogo, Oui, madame. mais concernant justement ce phénomène, vous qui partez sur le terrain et qui rencontrez toujours les populations, il faut rappeler que la rage, c'est une ancienne maladie aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce qui fait que la rage est toujours d'actualité au sein de la population? Est-ce que c'est la négligence ou l'ignorance? Qu'est-ce qui revient? Merci. Bon, moi, à mon avis, moi, je crois que c'est l'ignorance. L'ignorance. C'est l'ignorance. Pourquoi? Bon, jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que la rage est vraiment fatale. Rage déclarée, c'est mortel. Mais voilà pourquoi, quand nous les rencontrons, nous les sensibilisons. Maintenant, avant quand un chien te mord, ils peuvent enlever des poils de mettre, ou bien de mettre quelque chose, que ça va. Pourtant, maintenant, c'est pas ça. Nous les rencontrons en les sensibilisant. Maintenant, s'il y a la morsie, c'est que mon collègue vient de dire, docteur, vous pouvez laver avant de partir dans un centre de santé. Nous les sensibilisons pour ça. Donc, il faut faire attention. Mais docteur, comment au niveau de vos centres de santé, vous prenez en charge aussi ces personnes atteintes de rage? Ok. Merci. Et je vais compléter un peu ce qu'il a dit. D'accord. Nous, on a eu à faire une étude sur l'itinéraire thérapeutique. Donc, un patient qui a été mordu depuis la maison, comment il fait pour arriver au centre hospitalier universitaire. Et on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, les gens y ont vraiment, qu'en cas de morsure, il faut se faire vacciner. Donc, c'était pour compléter. D'accord, donc les gens ignorent. Maintenant, pour la prise en charge, une fois qu'elle est déclarée, il n'y a pas de traitement contre le virus. Donc, c'est un traitement pour, si le patient a de la fièvre, on met un médicament contre la fièvre. Si le patient est agité, on met des médicaments pour le calmer, pour attendre malheureusement la mort. Mais c'est grave, docteur. Est-ce que vous essayez de nous dire que quand on est atteint de rage, c'est la mort directe? Il n'y a pas de solution pour vous? Il n'y a pas de médicament pour vous? Pour le moment, il n'y a pas de médicament. Il n'y en a pas. Donc, en cas de morsure, il faut se faire vacciner pour prévenir la maladie. Donc, dès qu'elle est détectée, c'est difficile maintenant de sauver la personne. Ouais. Maintenant, Monsieur Ouedraogo, Oui, est-ce que l'association Stop Rage a des activités à venir? Des activités peut-être de sensibilisation ou d'autres activités dans le cadre, bien sûr, de l'association Stop Rage? Oui, effectivement, l'association a des plans d'activité. Bon, je viens de citer tout à l'heure. Bon, il y a des débats qu'on fait. Bon, sensibilisation dans les marchés, il y a. Oui. Bon, tes débats. Est-ce que les jours à venir aussi, vous avez peut-être un programme que vous pouvez nous donner, des programmes d'activité? Oui.
comptons sortir dans les écoles pour sensibiliser. Tout à l'heure, le docteur vient de dire que la rage concerne les enfants de 14 à 15. Effectivement, c'est ça. C'est dans les écoles qu'on peut participer avec les enfants pour les toucher pour ça. Donc, on a des activités pour ça. D'accord. Des activités de sensibilisation. De sensibilisation. Voilà. Oui, docteur. Il y a également une journée dédiée à la lutte contre la rage le 28 septembre de chaque année. Donc, probablement, le 28 septembre qui va venir, il y aura des activités. Il y aura des activités. C'est ça. Merci bien. On va finir certainement par les conseils de médecin. Docteur Ouedraogo, quels sont vos conseils à l'endroit des téléspectateurs concernant peut-être le fait de se protéger contre la rage, le fait aussi, quelles précautions à prendre quand on a un chien ou quand on se fait mordre par un chien? Déjà, il faut se mettre à l'idée que la rage existe. Et elle est bien, bel et bien là. Parce qu'il y a certains qui pensent, parce que c'est vraiment, on n'entend plus tellement parler de ça. Et on en reçoit toujours des cas. D'accord. Donc c'est une maladie qui est très grave et qui est mortelle dès qu'elle est déclarée. Il faut être conscient qu'elle existe. C'est ça. D'accord. Ensuite. Voilà. Et elle existe et elle est très mortelle. Ensuite, quand on a un chien, il faut bien prendre soin du chien. Le vacciner convenablement. C'est ça. Et ensuite, en cas de morsure par un chien, il faut aller à l'hôpital et faire examiner les chiens par un vétérinaire. D'accord. Monsieur Ouedraogo, concernant votre association, pour finir, est-ce qu'on peut justement être membre de l'association ou est-ce que aussi vous souhaitez avoir d'autres partenaires? On vous laisse faire la demande. Oui. Si Madame Ninkema veut adhérer à l'association, c'est possible. On aime pour que les gens viennent, pour qu'on les sensibilise, pour mieux comprendre la rage, pour prévenir dans notre Burkina. D'accord. Donc, c'est une association ouverte à tout le monde. Ouverte à tous les Pas mondes. seulement aux médecins ou aux hommes, aux hommes des hôpitaux, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. On a compris. Est-ce que vous souhaitez aussi avoir d'éventuels partenariats ou d'éventuels partenaires? Oui, on souhaite avoir. Déjà, on a déposé des papiers. Des demandes? Des demandes. D'accord. Il y a des partenaires qui ont répondu favorablement, mais on attend toujours. Donc, on souhaite gagner en tout cas. Merci bien. Voilà, on souhaite Merci. gagner. Merci bien. Docteur, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, juste avant de se quitter. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut faire aussi lorsqu'un chien enragé mord un chien qui se porte bien? Si lorsqu'un chien enragé mord un Parce chien qui se qu'entre porte eux bien, aussi, ils s'attaquent. naturellement, ce chien va développer la rage. Donc c'est de l'abattre. C'est de l'abattre. Parce que là, il a contaminé. C'est ça. Mais vraiment, c'est difficile avec ces chiens qui se promènent un peu partout. Donc, il faut observer surtout le comportement de son chien. Et dès que ça change, il faut aller, il faut l'abattre peut-être ou aller voir un vétérinaire. Voir un vétérinaire. Et surtout, veiller au respect donc de la vaccination, du carnet de vaccination de votre chien. Merci à vous d'être passé, docteur. Merci à vous, et de nous avoir apporté des informations encore sur la rage. Et merci à vous d'être passé également, M. Ouedraogo. Merci. Il faut rappeler que M. Ouedraogo Idrissa est le président de l'association dénommée Stop Rage. Et Dr Arsène Gafourou Ouedraogo est infectiologue à l'hôpital Yalagado Ouedraogo et membre de l'association Stop Rage. Avec nos deux invités, nous avons parlé de la rage qui est toujours une réalité, il faut le rappeler. Dr Ouedraogo nous le disait, 2 cas enregistrés donc pour cette année au niveau donc de son service. C'est une réalité.
malheureusement, dès que la maladie est détectée, difficile d'avoir un médicament, ne peut que soulager donc le malade jusqu'à son dernier jour. Donc faites attention et dès que vous faites mordre par un chien, retenez bien les conseils du docteur. Il faut aller tout simplement laver la plaie au savon et à l'eau abondante et surtout aller dans un centre de santé pour bénéficier d'un vaccin avant que la maladie ne vous contamine. J'espère que vous avez retenu les conseils. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et c'est sûr que vous avez noté dorénavant le rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. L'objectif est simple, c'est vous sensibiliser afin que vous puissiez éviter les cyber-anarques et surtout pousser encore plus loin ces cyberescrocs qui passent par le numérique et qui passent souvent par ces appels, le numérique, les réseaux sociaux pour vous avoir. Aujourd'hui, nous recevons le lieutenant de police Napugba, Julien Legman. Il faut rappeler qu'il est le chef de la collaboration policière, donc de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé BCLCC. Lieutenant, bonjour. Bonjour, Madame Nité. Sur notre plateau. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, on continue avec les manifestations de la cybercriminalité. Et l'exemple, on prend le cas donc de l'anarque liée à la sève de Moringa. J'avoue que dit comme ça, les gens pourront se demander comment on peut anarquer par rapport à la sève de Moringa. Mais vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Moi également, j'ai posé la question quand on a choisi le thème. Alors, lieutenant, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement par anarque liée à la sève de Moringa? D'accord, merci Madame Nikiema. Il faut dire que l'arnaque liée à la sève de Moringa, c'est vraiment une forme d'arnaque qui est actuellement très développée, malheureusement qui implique tout un réseau, voilà, qui est de personnes qui s'organisent assez bien, parce que dans le mode opératoire sur lequel nous allons revenir incessamment, implique plusieurs personnes qui également ont usurpé plusieurs identités qu'ils utilisent auprès de leurs victimes en utilisant un intermédiaire qui se fait passer pour une ancienne connaissance donc de la victime pour lui mettre en confiance afin d'installer leur forme d'escroquerie. D'accord. Et le cas spécifique, aujourd'hui, on parle bien sûr de la sève de Moringa, même s'il y a d'autres aussi produits sur lesquels ils peuvent procéder pour vous anarquer. Maintenant, on va aller concrètement au mode opératoire, comme pour reprendre vos termes. Comment justement ces cyberescrocs procèdent? Ok, il faut noter que le mode opératoire, il est assez long. Maintenant, on va essayer de le résumer. Alors, généralement, pour les cas d'escroquerie ou d'arnaque liée à la sève de Moringa, c'est nous qui l'avions baptisé ainsi. Voilà, c'est le produit qui est assez utilisé en la matière. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, la victime va recevoir un appel à travers l'image qui va s'afficher. Voilà, la victime reçoit un appel d'une personne qui se fait passer pour un étudiant qui réside actuellement en France. Alors, il vous dira qu'en fait, il a été hébergé par un docteur, du nom souvent docteur Minungu, ça peut être docteur Bansé. Alors, et il vous demandera de remercier un tel docteur parce qu'il a été vraiment généreux et très hospitalier à son égard. Voilà, quand lui, il a eu sa bourse et qu'il est arrivé en France. Mais que le docteur en tout cas travaille dans un laboratoire pharmaceutique et qu'il souhaiterait en tout cas acquérir un produit, généralement la sève de Moringa, qui se trouve au niveau du Burkina Faso. Alors, ils ont besoin d'une personne de confiance et comme vous êtes une connaissance de longue date, alors lui, il a pensé à vous. Dès lors que vous donnez votre quitus, alors il vous met en contact avec le docteur. Le docteur, tout se passe en appel WhatsApp. Donc le docteur vous dira qu'effectivement, voilà, dans le processus de fabrication des médicaments, ils utilisent ce qu'on appelle la sève de Moringa. Et que voilà, avant il avait un contact, un facilitateur au niveau du Burkina qui travaillait avec un chauffeur, mais le facilitateur malheureusement est décédé ou a fait un AVC. Et maintenant, ce facilitateur travaillait déjà avec un chauffeur, par exemple, de la CAME qui est actuellement à la retraite. Et donc, il vous fera comprendre qu'il pourra vous mettre en contact avec ce dernier dans le cadre de l'approvisionnement. Donc, tout ce que vous devrez faire, c'est de jouer le rôle d'intermédiaire
pour toucher voilà, et le chauffeur à la retraite en question pour qu'il puisse s'y rendre au niveau et pour aller chercher le produit en question. Donc, dans l'explication, on fera comprendre la quantité. Généralement, on prend 700 litres de sève de moringa. Et quand on fait la simulation de calcul sur le prix d'acquisition et le prix de revente, le prix que vous allez revendre au dit docteur, quand vous faites le ratio, quand vous faites le rapport et le calcul, déjà vous vous retrouvez pratiquement avec un bénéfice qui peut avoisiner 20 à 30 millions. Alors, ça veut dire que c'est un business qu'on vient vous proposer. C'est un business qu'on vient vous proposer, mais que bon, vous devrez tout juste être un intermédiaire dans l'acquisition d'un produit. Donc tout votre travail, c'est juste faciliter l'acquisition. Alors, dès que vous donnez votre quitus, on vous met en contact avec le chauffeur en question. Et dès que vous l'appeliez, bon, il jouera comme quoi il va demander d'après l'ancien intermédiaire. Oui. Donc vous allez nécessairement rapporter comme quoi voilà, il est décédé ou qu'il a fait un AVC. Et bon, vous exprimez le besoin en tout cas d'acquisition de la sève de moringa. Et lui, il va vous dire, bon, voilà, il est à la retraite, donc il n'a pas d'argent, mais le produit se trouve à une frontière de Burkina. Il faudrait donc que lui puisse s'y rendre. Il souhaiterait que vous l'envoyiez le transport. Dès lors que vous vous exécutez, alors il s'y rend. Effectivement, il vous fait le retour. Il est arrivé. Sur les 700 litres, il y a 400 litres qui sont disponibles, qu'il a pu avoir. Maintenant, il souhaite que vous envoyiez l'argent pour l'acquisition des 400 litres. Dès que vous envoyez l'argent pour l'acquisition des 400 litres, alors il vous dira que, effectivement, pour le reste, il y a les producteurs voisins en disposent. Malheureusement, ils ont déjà pris une avance avec des acheteurs sud-africains. Et donc, mais ils sont prêts à vous céder si vous aviez le cash pour rembourser l'avance qu'ils avaient reçue avec ces Sud-Africains. Donc déjà, la pression s'exerce à vous. Si vous vous retrouvez sans argent, vous allez vous référer au docteur. Mais le docteur vous dira non, et même si vous aviez des connaissances, touchez-leur pour avoir la liquidité parce que lui, il a dépassé le minimum et le maximum journalier de transfert. Donc actuellement, il ne peut plus transférer de l'argent. Donc, il vous invite à trouver juste l'argent. Dès que vous trouvez, bon, à l'issue de l'opération, il va vous rembourser et vos frais d'acquisition et bon, vous retournez aussi ce qui est de votre dû. Alors, vous allez toucher des connaissances ou des parents pour avoir le complément d'argent. Donc, quand vous envoyez l'argent, voilà, et votre fameux chauffeur à la retraite, il va recevoir et vous confirmer qu'effectivement, il a pu acquérir le reste du produit. À la suite, il va devoir revenir avec le produit. Donc, ils ont démarré. Malheureusement pour vous, après quelques instants, il va vous rappeler pour monter un autre scénario, pour vous dire, le véhicule est tombé en panne. Vous allez devoir envoyer de l'argent pour la réparation du véhicule. À la suite de cela, c'est soit la police qui les a arrêtés. Il va demander de l'argent pour graisser dans le jargon que voilà, les gens aiment utiliser. À la suite de cela, ça peut être les forestiers qui les ont arrêtés. En plus de cela, ça va être les services d'hygiène qui les ont arrêtés. Et de scénario en scénario, il va vous amener à lui envoyer de l'argent. Il faut noter qu'à un certain moment, la victime n'en peut plus parce qu'il ne dispose pas d'argent, ou il n'a plus de liquidité. Alors, il va encore se référer au docteur. Dès lors, le docteur peut impliquer un ambassadeur. Il va lui dire, bon, ok, c'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas le minimum, j'ai atteint le plafond journalier de transfert. Alors, mais il y a un ambassadeur qui est actuellement voilà, en France et qui doit rentrer demain au Burkina. Alors, il vous envoie une photo de chèque qu'il a remis à l'ambassadeur. Alors, il vous dira que l'ambassadeur, dès qu'il rentre demain, il va vous contacter. Et effectivement, peu après, vous recevez un appel d'une personne qui se fait passer pour un ambassadeur. Il vous rassurera que docteur Bansé ou docteur Minungo lui a remis voilà, tel montant à vous remettre. Et dès lors qu'il va fouler le sol burkinabé, alors il va vous contacter pour que vous puissiez entrer en possession. Donc vous voyez que ça vous galvanise à donner. Voilà, à donner de l'argent pour finir ou voilà tout le processus.
Décidément. Malheureusement, à un certain moment que vous ne pourrez plus envoyer de l'argent quand vous allez essayer d'entrer en contact à nouveau avec le docteur ou avec le fameux ambassadeur ou avec l'étudiant ou même le chauffeur, vous trouverez qu'aucun des numéros ne passe. Et malheureusement, actuellement, nous recevons assez de plaintes. Je note déjà que nous avions déféré au moins 2 groupes qui exerçaient avec le même mode opératoire et qu'actuellement, il y a encore des groupes sur lesquels nous menons des investigations. Et là, notez que le plus grand préjudice pour une seule personne était de l'ordre de 104 millions. Une seule personne. 104 millions. 104 millions. Et actuellement, récemment, on a reçu une plainte de 8 millions. Donc, les montants varient comme ça. Donc, c'est vraiment une forme d'escroquerie qui vous image très rapidement un bon business. Oui. Sur le court terme. Dès que vous investissez, vous allez acquérir le produit. Voilà, à l'issue de cela, vous vous retrouvez avec un bon pactole, quoi. J'avoue que c'est une histoire rocambolesque, comme pour reprendre les mots d'une certaine couche. Oui. Mais c'est vraiment avec beaucoup de tournures et tout, Oui. et que je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui se font quand même avoir dans ça? Malheureusement, oui. Parce que là, vous investissez et puis personne même l'intéressé qui veut le produit ne vous accompagne même pas pour dépanner donc les difficultés financières que vous rencontrez tout le long du processus. C'est vous seul qui donnez l'argent en fait. Tout à fait. Malheureusement, c'est ça. Et bon, ce qui est à noter, c'est que le premier qui vous contacte, il essaie réellement de vous mettre en confiance. Et souvent, il recherche assez d'informations sur vous, hein. Voilà, souvent votre numéro a un compte, bon, on fait des simulations, on connaît votre nom, on connaît votre prénom. Et peut-être même, voilà, sur les réseaux sociaux, ils ont eu à collecter quelques informations en fonction de vos habitudes sur les réseaux sociaux. Et quand ils vous appellent, voilà, il va vous expliquer une histoire qui vous... Réellement, ils peuvent vous demander d'après certains collègues, parce qu'ils peuvent étudier votre profil. Et donc, ils demandent d'après certains collègues. Donc, réellement, vous aviez l'impression de connaître vraiment la personne. Et donc, vous vous dites que voilà, une telle connaissance, vraiment, c'est que c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Malheureusement Investir, pour vous, voilà. ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est dommage. Et si vous décidez justement d'en parler, vous l'avez dit, ce sont des cas que vous enregistrez aujourd'hui et il fallait en parler. C'est ça. Est-ce que c'est seulement la sève de moringa qui fait objet aujourd'hui d'un arc ou bien d'autres produits aussi peut-être rares ou spécifique au terroir burkinabé par exemple? D'accord. Donc ce qui est déjà à noter, c'est que ils recherchent des produits qui sont assez rares à trouver, comme vous l'aviez bien signalé. Et il y a d'autres produits qui sont nécessairement concernés. On parle souvent de piment rouge. Ça peut être le piment rouge, ça peut être les épices bio. Voilà, ça peut aussi être du concombre de mer. Donc, bon, nous, on les a baptisés, c'est toujours en quantité. Nous, on les a baptisés comme ça, hein, arnaque liée à la sève de moringa, au concombre de mer, au piment rouge, aux épices bio. Maintenant, je reviens un peu sur les épices bio parce que, bon, on peut vous détailler une autre forme qui n'est pas nécessairement, voilà, celle-ci. Par exemple, on peut vous contacter, on regarde sur les réseaux sociaux, on voit que vous êtes dans le domaine de vente des épices. Et donc, on vous contacte. C'est un profilage qui a été fait. Non, on va vous manifester le besoin. On vous dira, par exemple, que je suis, par exemple, le chef de la restauration de tel hôtel, 5 étoiles, par exemple, du Burkina, et que nous recherchons un fournisseur en épices bio, dans le cadre, voilà, pour la cuisine. Donc, donc nous allons lancer un appel d'offres. Nous souhaitons que vous venez, voilà, soumettre un échantillon. Et malheureusement pour vous, il vous dira si bon, vous n'en disposez pas. Le type, ils sont très exigeants sur la qualité. Et lui, il connaît quelqu'un qui il peut rapidement vous référer pour que vous puissiez le toucher, pour qu'il vous facilite l'acquisition. Dès que vous touchez effectivement la personne, il va vous rassurer. Il va également suivre l'autre processus, un autre volet pour vous demander effectivement de l'argent aussi pour l'acquisition de l'échantillon en question. Et voilà, il va vous donner rendez-vous un tel jour devant, voilà, c'est-à-dire la dite structure ou le dit hôtel là pour vous remettre votre échantillon afin que vous puissiez postuler à l'offre. Malheureusement, il va vous engager dans des dépenses pour l'acquisition de l'échantillon. Et lors que bon, il reçoit cet argent,
et peut-être vous allez vous présenter devant l'hôtel en question comme quoi vous êtes venu postuler à un appel d'offres et malheureusement vous dira qu'ils n'ont jamais lancé et qu'ils ne sont au courant d'un quelconque recrutement. C'est dommage. Bon, le temps risque de nous manquer. Ces cyber-escrocs sont tellement futés que vous ne les voyez pratiquement pas. Ça se passe au téléphone, par message ou par appel. Oui. Maintenant, lieutenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on vous contacte pour justement des marchés comme ça? D'accord, très bien. Le premier conseil que j'ai, c'est lorsque vous recevez un appel d'une personne qui se fait passer pour une connaissance, je pense que quand il s'agit d'une bonne affaire où ça peut rapporter des millions, normalement, pour une personne, on va penser d'abord à la famille. Pourquoi la personne n'a pas pensé à sa famille? Et c'est vous, une connaissance de longue date, vous n'échangez jamais. Et c'est bon, subitement, que bon, lui, il a eu cette gentillesse de vous proposer une affaire qui puisse vous rapporter des millions. Ça doit, voilà, créer le hic. Donc, déjà, il y a cela. C'est dès lors que quelqu'un, voilà, il se fait passer pour une connaissance de longue date pour vous proposer une quelconque affaire, il faut savoir que c'est déjà une escroquerie. Voilà, 99% en tout cas. Et également, vous allez remarquer que quand vous devriez envoyer l'argent, la personne, son identité, l'identité sous laquelle la personne se présente, les comptes vers lesquels vous devrez envoyer l'argent, vous verrez que ça ne correspond pas. Quand vous faites la simulation pour l'envoi d'argent, vous allez voir un autre nom, généralement. Okay. Et donc, ça doit également vous tiquer. Alors, il y a cela et il faut savoir que, bon, voilà, c'est vrai que les affaires, ça existe, mais on ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Donc, quand on vous image une affaire qui est assez beau, qui doit vous rapporter très gros dans un bref délai, il faut commencer par, en tout cas, faire appel à la prudence. D'accord. Et puis bien sûr, appeler la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Tout à fait. Si pour des cas pareils, vous pouvez, si vous n'aviez pas cédé, vous pouvez déjà nous contacter pour signaler le cas, pour que nous puissions déjà répertorier l'ensemble des contacts. Voilà. Et également, si vous aviez été victime, rapidement, il faut prendre attache avec la BCLCC pour déposer votre plainte, qui malheureusement doit suivre un processus d'investigation pour qu'on puisse mettre la main sur ces malfaiteurs. Et les contacts sont affichés donc à l'écran. Vous pouvez contacter la BCLCC au numéro suivant et puis bien sûr les boîtes mail et la page Facebook de la BCLCC. Et vous êtes situé donc... Nous sommes à Bilbalgo en face de la porte 11 du stade municipal. C'est ça. Merci à vous d'être passé. Merci à vous de nous avoir invités. Je rappelle que nous recevions pour vous le lieutenant de police Napurba Julien Legman. Il est chef de la collaboration policière donc au niveau de la BCLCC, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Dorénavant, c'est le rendez-vous de tous les jeudis à ne pas manquer puisque nous vous sensibilisons sur la cybercriminalité. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, puisque le temps est parti à cette émission est terminé. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Rendez-vous demain vendredi pour le dernier round donc de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout ne zappez pas, restez fidèles au programme de l'émission, bien sûr, et restez fidèles au programme de Savane TV. Kiss.